Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un concept un peu plus avancé de la cyberdéfense qui est la réponse à incident. Donc en fait, comment on va venir répondre à un incident de sécurité sur une machine ou sur un réseau. Cette vidéo va être le préambule de 3 épisodes qui vont être notamment dédiés à une investigation un peu plus approfondie d'une attaque APT sur un site web. Donc pour ça, vous aurez 3 épisodes. Celui-ci est le préambule qui vous permettra notamment d'avoir une introduction à la réponse à incident. Pour cette vidéo, je vais m'aider encore une fois de TryHackMe, qui est une plateforme incroyable si vous souhaitez vous former à la cyber et surtout sur la partie défensive. Et je vais également m'aider d'un bouquin que j'ai acheté il y a très longtemps, que j'ai surligné un peu à droite à gauche, que j'ai malmené, qui a été rédigé par Don Murdoch, qui est un instructeur au niveau du Sense Institute, donc tous les liens seront en description. Le Sense Institute, je vais en faire une présentation juste après. Ce livre se nomme le Blue Team Handbook Incident Response Edition, où il y a notamment 2 livres, celui-ci étant le deuxième. Je vous présenterai l'autre dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Donc on est parti. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos avec l'utilisation de Splunk, je vous recommande fortement de les regarder. Et on est parti pour la présentation. Alors, on va donc commencer. Donc cette room s'appelle la Incident Handling with Splunk. Je crois que de mémoire, cette room-là, vous n'avez pas forcément besoin d'un abonnement à TryHackMe. Donc on est parti. Le but de cette room, ça va être de réaliser une investigation assez longue sur Splunk. Donc comme je vous disais, je vais vous en faire 3 épisodes afin que ça soit un petit peu plus digeste à regarder et surtout à comprendre, puisqu'on va voir des concepts un peu plus avancés. Donc on va tout d'abord débuter. Cette room va venir couvrir donc une réponse à incident, donc un scénario de réponse à incident avec Splunk. Donc encore une fois, si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, je vous recommande fortement de les regarder. Ici, on nous qualifie un incident comme une perspective de sécurité qui peut mener à chaque événement qui a une action négative, qui a une conséquence négative sur notre système, comme étant notamment un incident de sécurité. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un événement de sécurité qui porte atteinte aux 3 piliers fondamentaux de la cyber, donc qui sont l'intégrité, la disponibilité et de mémoire et la confidentialité. Donc si vous avez un événement de sécurité qui est qualifié d'incident de sécurité et qui porte atteinte notamment à ces 3 piliers fondamentaux de la cyber, eh bien on va venir le qualifier en incident de sécurité. Les différents types d'événements qui pourraient mener à une qualification en vrai positif ou en incident de sécu, c'est notamment le crash d'un système, l'exécution d'un processus qui n'est pas listé dans des processus communs à l'entreprise, l'accès à des informations sensibles par un utilisateur qui n'est pas autorisé à accéder à ces mêmes informations, un website, donc un site web qui a été défacé par un attaquant. Donc on va le voir juste après. Un site web défacé, c'est tout simplement une modification graphique de la charte graphique en fait du site et qui peut porter atteinte au site et notamment aux visiteurs, etc. Donc à l'image en fait de marque de l'entreprise et potentiellement également aux commandes, etc. Donc à tout processus business qui se cache derrière. Et ensuite le dernier point, directement l'utilisation de supports amovibles qui ne sont pas listés dans les politiques de sécurité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre entreprise sécurise les ports USB en fait des différentes machines qui sont présentes et que vous utilisez un support amovible qui n'est pas listé comme étant un support amovible autorisé, eh bien ça peut mener à un incident de sécurité. Donc les différents objectifs de cette room, ils vont être nombreux, ils vont être également très avancés, ce qui va vous permettre aujourd'hui d'avoir une compréhension vraiment un peu plus profonde de ce à quoi peut ressembler une investigation dans son intégralité. Donc on va notamment suivre certains concepts que je vais aborder juste après. On a déjà effectué plusieurs investigations sur cette chaîne YouTube. Celle-ci, je pense, va être une des plus avancées. Donc si vous souhaitez vraiment avoir le processus de A à Z, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Donc le but, les différents objectifs de cette room, ça va être notamment de venir utiliser les sites OSINT, donc qui vont nous permettre en fait de venir récupérer de l'information en source ouverte. Comment on va venir ici mapper, donc comment on va venir préparer en fait les activités d'un attaquant, comment on va pouvoir dire ok, ça c'est sa première étape, peut-être que ça sera sa deuxième, etc. Donc notamment avec un concept qui s'appelle la Cyber Kill Chain, qu'on verra juste après.
comment on va venir utiliser Splunk de manière efficace pour pouvoir venir rechercher et investiguer dans nos journaux d'événements. Et ensuite, comprendre l'importance du host centrics, donc en fait tout ce qui va être journaux d'événements qui va être concentré sur les autres, mais également sur le réseau. Au niveau des prérequis de cette room, on les a déjà vus sur cette chaîne, donc c'est vraiment la continuité même de toutes les vidéos qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. C'est tout d'abord la manipulation de Splunk, donc la fameuse Splunk 101, donc de mémoire c'est les fondamentaux de Splunk que j'ai renommé sur YouTube. Donc le but ici, ça va être notamment d'avoir une base sur une vue générale de Splunk, comment fonctionne Splunk, comment on va venir naviguer dans Splunk, l'importance des recherches en fait, donc comment on va venir utiliser des requêtes au sein de Splunk, comment on va venir utiliser certaines fonctions valeurs pour venir justement créer ces requêtes là, et ensuite comment on va venir rechercher des champs qui vont être intéressants pour notre investigation. Donc voilà globalement pour cette room. Je vais d'abord faire join room et ensuite on va pouvoir faire complete, et on va maintenant passer à la partie un petit peu plus profonde de la réponse à incident et qui est le sujet principal de cette vidéo. Alors la réponse à incident, c'est sous forme de cycle, c'est-à-dire qu'il va y avoir différentes étapes et en fait ce cycle va tout simplement redémarrer une fois qu'on aura atteint la fin de ce même cycle. Donc on va avoir plusieurs rôles qui vont notamment effectuer la réponse à incident. On a les analystes SOC, donc c'est vous qui investiguez directement sur les événements de sécurité. Vous avez aussi les incident handlers, donc en fait vous avez différents rôles au sein des organisations. Donc vous avez notamment les CERT, donc qui sont des organisations qui sont vraiment concentrées que sur la réponse à incident, et vous avez les SOC où les CERT en fait vont venir demander en fait donc se baser en fait sur les informations du SOC pour pouvoir réaliser au mieux la réponse à incident. Donc en fait en fonction de votre gestion de crise, en fonction de l'incident de sécurité qu'il y a eu, eh bien vous allez avoir différents rôles au sein de ce cycle. Donc le but de la réponse à incident, tout d'abord, ça va être de faire du renseignement. Renseignement sur qui? Renseignement sur votre attaquant. Donc en gros, connaître les tactiques, les techniques et les procédures de l'attaquant afin de mieux s'en prémunir pour les prochaines actions sur le système. Donc ici, notre but, ça va être tout d'abord de stopper, de défendre et de prévenir, donc de faire de la prévention contre les prochaines attaques. Et donc la réponse à incident va être divisée en 4 étapes qui vont être vraiment primordiales aujourd'hui. Donc vous allez avoir chaque étape qui va être listée ci-dessous. On va notamment avoir premièrement la préparation, la détection et l'analyse, le containment, éradication et recovery. Donc en fait c'est tout ce qui va être isolement de la machine, éradication de la menace, et le recovery, en fait, c'est l'application des backups sur votre machine, donc tout ce qui va être sauvegarde. Et ensuite, tout ce qui va être post-incident activity, ça va être la qualification de votre attaquant, savoir si la réponse à incident s'est bien passée, si on a pris des notes, si on a aujourd'hui assez de matière pour pouvoir faire du forensic, etc. sur les outils de l'attaquant. Donc voilà globalement les 4 principales étapes de la réponse à incident. Et en m'aidant notamment de mon livre, je vais notamment pouvoir vous lister et vous donner des exemples un petit peu plus communs qu'on peut retrouver tous les jours pour pouvoir mieux imager la réponse à incident. Donc la première étape de la réponse à incident, ça va être tout d'abord la préparation. En fait, la préparation, c'est l'étape qui va se situer tout en haut de la chaîne et qui va notamment vous permettre de vous prémunir de différents types d'attaques. Et en fait, ça, comment on va pouvoir le faire? On va notamment pouvoir le faire en définissant des politiques et notamment en implémentant des contrôles de sécurité. Ces contrôles de sécurité, pour ceux qui ont passé la Contia Security Plus ou même qui ont passé le CISP ou toute autre certification qui est de manière générale dans la cyber, ces contrôles de sécurité peuvent être physiques, techniques, humains, et en fait tous ces contrôles-là vont vous permettre notamment de pouvoir créer de la dissuasion pour vos attaquants. Donc que ce soit physique par exemple avec des barrières, avec des gardes, etc. Ou si par exemple vous avez des EDR, un SIEM, vous avez des sons de réseau, etc. En fait, l'attaquant va le voir sous une certaine mesure et ça va tout simplement jouer un rôle dissuasif pour pouvoir éviter qu'un attaquant puisse venir attaquer vos systèmes. Cependant, ça n'empêche pas qu'il puisse attaquer vos systèmes. Et donc ici on va rentrer dans la phase de détection et d'analyse, et après justement je me baserai sur mon livre
Donc la phase de détection et d'analyse, c'est à ce moment-là que les analystes SOC vont avoir un rôle important. C'est le triage en fait des différents événements de sécurité et la détection et la qualification en incident de sécurité. Donc c'est là où vous allez avoir un rôle majoritaire dans la réponse à incident. Donc en fait la réponse à incident, c'est pas que l'éradication, c'est pas que l'isolement d'une machine, c'est pas que un rétex, donc un retour d'expérience, c'est également dans tout ce processus la détection et l'analyse d'une menace. Quand vous allez détecter et analyser une menace, en fait, vous allez avoir de la matière pour pouvoir donner de l'information et notamment pour pouvoir remonter à ce qu'on appelle la root cause. Donc en fait, la root cause, c'est d'où est venu l'incident de sécurité, donc ce qu'on va notamment appeler un patient zéro. Donc c'est l'ordinateur ou la machine ou le serveur ou l'équipement réseau où il y a eu la première infection. Et donc ici, pour la détection et l'analyse, on va venir utiliser des outils qu'on a déjà évoqués, c'est les SIEM, donc qui vont nous permettre de pouvoir collecter des journaux d'événements, et les EDR pour pouvoir faire de l'investigation un petit peu plus approfondie et également de la réponse sur les différents postes. Dans la partie détection et analyse, on va également venir faire ce qu'on appelle du hunt, donc en fait c'est de la chasse à la menace, concept qu'on aborde notamment sur le Cyber Institut avec la formation CI 305 où on va un petit peu plus loin, donc si ça vous intéresse, je vous recommande fortement de vous inscrire au Cyber Institut. La phase de hunt, elle est très importante, en fait c'est tout ce qui va être threat hunting. Ce qu'on va appeler du threat hunting, c'est venir se renseigner sur les attaquants. Aujourd'hui, si vous avez une organisation qui est par exemple une organisation bancaire ou qui est par exemple un télécom ou qui est par exemple ce qu'on appelle un OIV, donc un opérateur d'importance vitale, vous allez avoir des groupes d'attaquants qui vont être différents en fonction de votre périmètre. Donc ils vont également avoir leurs techniques, leurs tactiques et leurs procédures qui vont être différentes. Et donc le fait de venir se renseigner sur les attaquants, eh bien, ça va pouvoir vous permettre de venir cartographier et de pouvoir également préparer des règles de corrélation, des règles de détection pour pouvoir justement détecter les potentiels attaquants qui pourraient venir compromettre vos systèmes. Donc voilà pour les deux premières étapes, donc la préparation, la détection et l'analyse. Je vais maintenant me focaliser sur le bouquin afin que vous donner des exemples un petit peu plus communs et de pouvoir imager un peu plus. Notamment pour la phase de préparation. Donc comment on va venir préparer nos systèmes aux différentes attaques? Ça passe tout d'abord par le temps. En fait, quand vous avez un Active Directory, donc quand vous avez votre domaine controller, donc c'est vraiment le serveur principal au sein de votre entreprise, vous allez notamment pouvoir activer ce qu'on appelle le NTP. Le NTP, c'est ce qui permet de synchroniser le temps entre les différentes machines. Si par exemple aujourd'hui vous n'avez pas ça et que vous avez une machine qui se fait compromettre et que imaginons celle-ci n'a pas une date et une heure qui est synchronisée, un eurodatage qui est synchronisé avec votre serveur et même d'une façon plus générale à votre heure locale, et bien forcément vous allez avoir du mal à savoir quand est-ce que la détection et quand est-ce que la compromission a réellement eu lieu. Donc ça c'est hyper important, c'est notamment un des nombreux paramètres qu'on peut rentrer dans la préparation, donc tout ce qui va être le paramétrage du NTP. On va également avoir donc tout ce qui est politique, donc en fait ici ça va être tout ce qui va être GPO, mais ça peut être également vos politiques internes, notamment ce qu'on va appeler l'AUP, donc c'est tout ce qui va être la politique que vous allez faire signer à vos nouveaux employés dans une entreprise, donc pour leur dire ok ça tu peux le faire avec un ordinateur professionnel, mais tu ne peux pas l'utiliser par exemple pour certaines tâches personnelles. Donc voilà, ça c'est notamment une des doctrines que vous allez pouvoir implémenter dès le début, donc une politique de sécurité. Pour passer un petit peu plus du côté technique, on l'a déjà vu ensemble, c'est la partie syslog. Donc ici, on va venir installer des capteurs. Donc ça va être syslog, sysmon, mais également collecter les journaux d'événements Windows qui vont nous permettre de venir remonter des event ID et autres. Et donc ça, c'est notamment une des préparations techniques. Et après, il y en a bien d'autres. Il y a également la standardisation des noms. Donc, c'est-à-dire que, imaginons aujourd'hui, vous avez un attaquant qui n'est pas forcément très bien renseigné sur votre organisation et qui crée un compte de persistance sur votre machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un attaquant qui compromet une machine et qui souhaite garder un accès pour de futures actions. Eh bien, si son compte n'a pas la même nomenclature, n'a pas le même tag que les différents comptes utilisateurs qui sont utilisés au sein de votre entreprise, eh bien forcément ça va être beaucoup plus flag. Bon ça il faudrait vraiment tomber sur un attaquant qui n'est pas très bien renseigné, mais c'est un des exemples communs qu'on pourrait donner. Si vous êtes intéressé par le bouquin, encore une fois, je vous le remets en description, c'est vraiment hyper enrichissant et ça vous permet vraiment de comprendre dans son intégralité la réponse à un incident
et c'est pas comme certains livres où en fait vous avez un peu en mode cheat sheet. Là ici vous avez vraiment du texte, c'est vraiment bien expliqué, etc. Donc voilà pour la partie préparation. Je pourrais encore lister bien d'autres exemples pour la partie préparation. Vous avez également ce qu'on appelle le drill, donc ce qu'on va appeler le drill dans l'armée, c'est la manière de venir continuellement utiliser des procédures, de venir s'entraîner en fait continuellement, donc de venir entraîner vos employés par exemple sur les techniques de phishing, etc. Donc ça c'est notamment une étape de la préparation. Maintenant, pour la partie identification, donc pour tout ce qui est partie détection et analyse, en fait, vous avez plusieurs termes qui sont utilisés. Ici, nous, on parle de détection et d'analyse dans Try Avec Me. Si vous vous basez sur le NIST 800-61, donc qui est le guide pour la réponse incident, c'est un peu la bible de la réponse à incident, eux vont venir utiliser différents termes. Alors si je descends et que je vous zoome ça, donc vous voyez ici, vous avez l'incident analysis, priorisation, notification, détection analysis. Et en fait, en fonction du type de document que vous allez utiliser comme référence, ici, les champs vont venir changer. Par exemple, au sens, il parle un peu plus d'identification que de détection et d'analyse. Bref, c'est que des termes en soi qui veulent dire la même chose, mais c'est pour ne pas forcément vous tromper. Je ne vous ai pas présenté l'auteur de ce livre, c'est Don Murdoch, qui est instructeur depuis, alors qui a une expérience d'un peu plus de 20 ans dans l'IT et dans la cyber. Il est notamment directeur d'un MSSP et qui donne des cours au sens. Voilà, très globalement. Pour la partie détection-analysis, on va revenir très rapidement dessus. Donc, tout d'abord, c'est de comprendre en fait les limitations que vous pouvez avoir avec vos outils. Vous n'allez pas forcément pouvoir tout couvrir et en fonction également de votre budget et de votre infrastructure et du budget que vous allez allouer à la sécurité, vous n'allez pas forcément pouvoir couvrir tous les aspects de la détection et de l'analyse. Donc ça va notamment passer par l'identification. Si par exemple aujourd'hui vous avez un périmètre que vous n'avez aucun capteur dessus, eh bien c'est bien de l'avoir, de le notifier, puisque si demain vous avez une compromission sur ce même périmètre, eh bien vous savez que vous n'avez pas d'outils qui sont valables sur ce périmètre. Pour la partie identification, ici on va rentrer un petit peu plus dans le show, c'est-à-dire qu'on va notamment ici avoir de la prise de décision. Donc par exemple, quand est-ce que l'événement a eu lieu, quels vont être les différents signes d'une exfiltration de données. Par exemple, aujourd'hui, si on est sur un cas d'exfiltration de données, comment on a pu repérer certains signes de données, certains signes d'exfiltration. Ça peut être notamment un trafic sortant qui est supérieur à la normale. On va avoir l'identification de l'équipe de réponse à incident. Alors je vous en parlerai un petit peu plus tard sur cette chaîne. Mais par exemple, vous avez, et c'est très courant, vous avez eu beaucoup d'événements de menaces internes, donc par exemple des personnes qui étaient licenciées ou qui se faisaient refuser en fait des promotions. Et en fait, ces personnes-là étaient considérées comme des menaces internes, en tout cas quand il y a eu l'investigation, puisque c'est elles-mêmes en fait qui ont causé en fait l'incident de sécurité. Et donc le fait de sélectionner votre équipe de réponse à incident, vous pouvez ne pas le savoir, cependant il y a certains signes qui peuvent vous le montrer, et si vous arrivez à les déceler, eh bien, le fait de composer votre équipe de réponse à incident sans cette personne qui est mise en cause, eh bien forcément, ça aura un avantage clé sur votre cycle de processus de réponse à incident. Je me base entièrement sur des histoires vraies et je vous mettrai des liens en description afin que vous puissiez un peu mieux comprendre, notamment une entreprise qui avait intégré l'auteur de l'incident de sécurité dans son équipe de réponse à incident, ce qui était complètement illogique, mais il n'avait pas forcément toutes les informations. Donc voilà pour les deux phases. Donc la détection et l'analyse, c'est assez basique comme vous pouvez le voir. En fait, le but c'est vraiment d'avoir une cartographie en fait de votre périmètre, et ça, croyez-moi, c'est pas forcément le plus simple à avoir, de savoir quelle machine fonctionne sur tel périmètre, quel serveur, quelle version. Ça, c'est pas forcément quelque chose de très simple à avoir. Donc pour ça, vous pouvez notamment réaliser des scans réseau, donc ce qui vous permet en fait de savoir, ok, telle machine a telle adresse IP, run tel système d'exploitation. Et ensuite, vous pouvez également créer une checklist qui va être en lien justement avec ces différents composants de votre périmètre. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin et pour terminer sur la partie détection et analyse, il y a quelques questions que j'avais relevées qui en soi ont du bon sens. Donc vous pouvez les voir juste ici. Je vous les représente, j'espère que le focus se fera correctement. Donc les premières questions, c'est tout d'abord, qu'est-ce qu'un fonctionnement normal en fait? Comment l'entreprise va fonctionner normalement avant qu'il y ait un incident de sécurité, ce qui vous permet en fait de repérer
si il y a une utilisation un petit peu plus accrue d'un serveur, s'il y a des plages réseau qui vont attribuer de nouvelles adresses IP, etc. Donc en fait, tout ça, ça vous permet d'avoir un fonctionnement normal et de pouvoir le comparer par rapport en fait au fonctionnement actuel qui est dégradé. Ensuite, vous allez également pouvoir calculer le business impact. Donc ça, notamment, on le voit dans tout ce qui est certification CISP et la Contia Security Plus, donc venir calculer en fait le temps que vous allez mettre à réparer une machine et également à venir réappliquer les sauvegardes sur les différentes machines et serveurs de votre périmètre. Et ensuite, globalement, ça peut être par exemple de lister les exploits qui sont disponibles publiquement. Donc en fait, vous avez des sites comme ExploitDB qui vous permettent de récupérer des exploits, qui vous permettent d'exploiter des vulnérabilités sur vos systèmes. Et si vous avez une veille qui est constante sur ces sites-là, eh bien, ça vous permet déjà de prévenir potentiellement d'exploits qui peuvent être utilisés contre votre infrastructure. Donc voilà les 2 premières étapes de la réponse à incident. En soi, vous voyez que ça reste plutôt simple, mais à appliquer, c'est quand même plutôt compliqué. On passe maintenant aux 2 dernières étapes et on en aura terminé pour cette vidéo. Et pour les 2 prochains épisodes, on verra l'investigation au total. Donc la partie Containment, Eradication and Recovery, c'est à ce moment-là où les analystes SOC ou les équipes de réponse à incident vont avoir le plus haut niveau de technicité, c'est-à-dire que c'est à partir de cette étape qu'il va réellement y avoir des actions qui vont être prises contre l'attaquant. Donc, ces phases-là vont permettre de prévenir un potentiel autre incident de sécurité. Imaginons aujourd'hui, on a un ransomware qui s'est propagé sur différentes machines au sein d'un périmètre et on souhaite que, par exemple, ça ne souhaite pas atteindre le bureau RH, par exemple, ou le bureau paye, etc., là où est-ce que vous allez avoir toutes les informations sensibles sur les employés. Eh bien, on va venir tout d'abord isoler le périmètre pour pouvoir garder uniquement le périmètre en question qui est contaminé. Ensuite, on va avoir la partie éradication. Donc ça, c'est plutôt simple. Une fois que vous avez isolé la partie du réseau ou la machine ou le serveur qui a été compromis, eh bien, vous allez effectuer une éradication. Donc c'est supprimer tout simplement la menace. Donc soit vous pouvez le faire directement en remettant une machine à zéro, soit vous pouvez le mettre directement en réappliquant les sauvegardes si vous avez bien vu et si vous avez bien expulsé l'attaquant. Et justement, en parlant de sauvegarde, la partie sauvegarde, c'est ce qui va vous permettre de reprendre le contrôle sur l'attaque, c'est-à-dire de venir expulser l'attaquant de votre système et de pouvoir retrouver un fonctionnement normal des opérations. Donc voilà globalement la 3e étape. Donc maintenant, si j'enrichis cette étape avec directement le bouquin, c'est que chaque type d'incident va déterminer le type d'action que vous allez prendre juste après. Par exemple, si vous faites face à un DOS, donc à un déni de service, vous n'allez pas forcément avoir le même type de réponse que si par exemple vous avez une infection virale, où ici vous allez plus avoir un effet d'isolement réseau, alors que si vous êtes sur un DOS, ici vous allez plus notamment contacter votre fournisseur d'accès, etc., venir modifier vos routes, etc. On va voir dans les prochains épisodes, ici on est sur un défacement de site, donc par exemple si on est sur un défacement de site, est-ce qu'on peut venir le réparer, est-ce qu'on peut venir l'harden, dans ce qu'on va appeler l'hardening, c'est venir consolider la défense, donc venir appliquer des configurations beaucoup plus restrictives pour que l'attaquant ne recommence pas tout simplement son attaque. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues sur cette chaîne, donc je vous recommande fortement d'aller voir les vidéos. Et ensuite, vous avez la partie notification au sein des gouvernements et du public. Donc ça, c'est pas forcément une étape qu'on pense de prime abord lorsqu'on est sur une compromission, mais c'est hyper important puisqu'en fait, si vous ne tenez pas au courant votre public, vos employés, etc., eh bien vous pouvez faire face à des amendes donc, qui peuvent être liées notamment à la CNIL, par exemple en France. Vous avez le règlement des données européen, donc le GPRD, si je ne dis pas de bêtises. Et aux États-Unis, ils ont d'autres types de réglementation, qui est notamment le HIP2A, qui est tout ce qui est lié en fait aux données de santé sur les Américains. Et vous avez également d'autres types de réglementations qui sont liées notamment aux cartes de crédit, etc. Donc en fait, vous avez différentes réglementations aux États-Unis, mais on en a également en Europe.
Pour la partie européen, on a la GPRD. Si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est de cette manière que ça se dit. Alors c'est GDPR, voilà, donc c'est globalement la réglementation sur les données européennes. Donc ça, il est hyper important de venir notifier à chaque fois qu'il y a en fait une compromission d'un système, donc une fuite de données par exemple. On le voit notamment beaucoup dans les actualités. C'est ce qui permet également à l'entreprise de pouvoir se protéger contre des potentielles amendes. Historiquement, les entreprises ne le faisaient pas forcément, donc c'est-à-dire qu'elles attendaient quelques mois, quelques semaines, quelques années même parfois. Donc encore une fois, je pourrais vous mettre des histoires qui sont liées directement, enfin des retours d'expérience qui sont liés justement à ce type d'entreprise qui n'ont pas informé son public. Et en fait, ça peut avoir des impacts importants sur la confidentialité et l'intégrité des données. Et ensuite, pour vous donner un dernier exemple pour la partie isolation, j'ai notamment la précision que aujourd'hui, le pulling the plug, donc c'est-à-dire en gros retirer le câble, n'est pas forcément un standard aujourd'hui. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, quand vous êtes attaqué par un attaquant, vous souhaitez également récupérer les outils ou tout ce qui a été utilisé pour pouvoir compromettre votre système. En fait, le fait de couper électriquement l'accès à une machine va faire que vous allez perdre de la donnée volatile, donc tout ce qui va être lié à la mémoire vive, donc tout ce qui va être mémoire au niveau de la RAM, etc., ou même au niveau du disque. Ça peut endommager en fait les données qui vont être écrites ou qui vont être en cours d'écriture. Et bien toutes ces données, vous souhaitez les récupérer pour potentiellement faire de l'investigation numérique juste après. Et donc aujourd'hui, généralement ce qu'on va avoir, c'est de couper le réseau. Mais encore une fois, tout ça va dépendre du type d'attaquant que vous allez avoir et également du type d'entreprise que vous allez avoir. Par exemple, aujourd'hui, si vous travaillez pour le gouvernement, généralement, les gouvernements vont vouloir faire du renseignement, ce qui paraît logique puisqu'ils souhaitent se renseigner sur un attaquant, alors qu'une entreprise qui va, par exemple, perdre par jour un certain montant qui va être lié tout simplement à sa productivité. Donc on prend par exemple l'exemple d'une entreprise qui a des chaînes de fabrication pour les voitures. Si aujourd'hui sa chaîne de production est arrêtée, bien forcément ça va avoir un coût opérationnel, un coût industriel qui va être lié à la production des voitures. Et donc forcément, on ne va pas répondre de la même manière sur une chaîne industrielle que pour un gouvernement ou tout autre type d'entreprise gouvernementale. Donc voilà, globalement, ça va également en fait être lié au type d'attaque. Et on va notamment passer maintenant à la partie post-incident activity qui, je trouve, est la partie la plus intéressante. En fait, c'est ici où vous allez pouvoir identifier s'il y a eu des manquements dans la défense. Donc aujourd'hui, s'il y a eu des manquements dans la préparation de votre posture de sécurité, quels ont été les différents indicateurs d'une intrusion et comment on va pouvoir venir améliorer les défenses par rapport à une future attaque qui pourrait avoir sur les systèmes. Donc cette étape en fait elle va être cruciale puisque à partir de là vous allez devoir identifier les différentes faiblesses qui ont permis à l'attaquant de pouvoir compromettre votre système et c'est notamment une étape qui va vous permettre de venir ajouter des règles de détection qui vont être similaires aux attaques qu'il y a eu sur votre système. Donc imaginons aujourd'hui, il y a eu une attaque en utilisant le protocole RDP. Eh bien, vous allez venir accentuer la recherche et développement sur les règles de détection qui vont être en lien justement avec le protocole RDP. Et donc, c'est notamment ce qui va être la dernière étape du cycle de réponse à incident. Donc voilà globalement pour la réponse à incident. Vous voyez que là je vous l'ai présenté d'une manière très sommaire, très surfacique, en vous exposant quand même des exemples qui peuvent être utilisés quotidiennement pour vous représenter les différentes phases de préparation de la réponse à incident, de la détection, de l'analyse, mais également de tout ce qui va être post-incident. On pourrait rajouter à ça la qualification de l'attaquant. Alors c'est pas courant, ça ne va pas être tout le temps qu'on va venir effectuer cette identification-là, mais vous pouvez notamment utiliser des frameworks comme le MITRE-ATT&CK qui vous permettent de venir qualifier votre attaquant. Ça on le verra un petit peu plus tard sur cette chaîne, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore sortie mais en cours de préparation.
Et donc voilà, globalement, ça pourrait être la 5e étape du cycle de réponse à incident, c'est, l'identification, de votre attaquant. Alors bien sûr, il y a d'autres informations, qui peuvent être inclus, dans ces différentes, étapes, dans chaque étape. Cependant, je souhaitais vraiment vous faire une présentation assez générale avant qu'on puisse plonger un peu plus loin dans notre scénario de réponse à incident, puisque vous allez voir, il est quand même relativement technique. Et dans les 2 prochains épisodes, on verra donc comment notre attaquant a fait pour s'introduire sur notre réseau, comment il a fait pour venir directement compromettre une machine, et potentiellement peut-être de l'exfiltration et de l'exploitation de ces deux. Donc c'était Val, j'espère que cette vidéo vous aura appris de nouvelles choses sur un processus qui est un petit peu plus abstrait, un petit peu plus avancé de la cyberdéfense, mais qui permet de mieux comprendre comment on va venir se protéger et récupérer après une compromission de nos systèmes. On se retrouve donc pour les 2 prochains épisodes de cette mini-série, et qui nous permettront de prendre en main la réponse à incident sur un cas pratique. C'était Val, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao ciao.